Alors, bonsoir à tous. Donc moi je suis effectivement chercheur, militant de l'association AIDE et je suis un chercheur qui vit avec le VIH depuis maintenant 20 ans. Donc plusieurs points dans cette présentation où je me restreins volontairement à la France parce que bon, d'abord c'est mon contexte et puis sinon ce serait trop long parce que les contextes sont trop divers. Donc d'abord sur le plan des traitements, on est vraiment dans la maladie chronicisée, hein, Jean-François l'a dit, aujourd'hui en France pour la grande majorité de personnes qui vivent avec le VIH, on a accès aux traitements avec des traitements qui fonctionnent, avec une vie quasi normale sur le plan médical. Il faut simplement prendre son ou ses quelques comprimés tous les jours, aller les chercher à la pharmacie régulièrement, avoir son suivi médical. Et c'est ces contraintes-là qui demeurent, mais on n'est plus à l'époque des effets secondaires hyper lourds et des traitements avec 30 comprimés par jour, etc. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a quand même une minorité encore de personnes vivant avec le VIH qui ne vont pas bien. Et c'est souvent des personnes qui ont été infectées il y a très longtemps, qui ont connu le sida maladie, qui ont eu les résistances parce qu'elles avaient été traitées par des traitements qui n'étaient pas d'emblée des trithérapies. Et puis, elles peuvent avoir aussi des séquelles de la maladie. Et puis, elles peuvent avoir ces fameuses comorbidités qu'a évoquées Françoise tout à l'heure. Donc, il ne faut pas oublier que ça va bien pour une majorité de gens. Il y a aussi une minorité qui ne va pas forcément bien. Alors, les difficultés des personnes aujourd'hui, en 2017, il y en a, et elles ne sont pas principalement d'ordre médical. Il y a d'abord les difficultés communes à tous les malades qui vivent avec une maladie chronique, qui sont surtout des difficultés sociales, des problèmes d'emploi, je vous donnerai quelques chiffres, le droit aux assurances qui est extrêmement compliqué avec des lobbies d'assureurs qui sont absolument épouvantables, et la précarité sociale qui est très importante, notamment dans le cas du VIH, pour beaucoup de gens. Il y a deuxième difficulté, elle est plus spécifique pour la maladie VIH, c'est la difficulté à parler de son statut sérologique, parce que la société, contrairement à la médecine, a très peu évolué et est toujours sérophobe et excluante vis-à-vis des personnes séropositives. Et puis la stigmatisation et les discriminations, et là aussi je vous donnerai quelques exemples. Et puis le troisième ordre de difficulté, elles sont en lien avec le groupe spécifique d'appartenance des personnes. Il faut se rappeler qu'en France, 3/4 des personnes vivant avec le VIH sont dans des populations particulières, que ce soit les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les usagers de drogue par voie intraveineuse et les migrants d'Afrique subsaharienne. 3 populations apparemment différentes, mais qui se rejoignent dans le fait qu'elles sont toutes victimes de l'exclusion, que ce soit de l'homophobie, la toxicophobie ou la xénophobie, et qui fait qu'il y a des difficultés, en plus de VIH, qui sont liées à ce groupe d'appartenance. La société est quand même si des choses semblent s'être améliorées, il y a des enquêtes qui ont été menées par l'ORS Île-de-France, en population générale, qui montrent qu'on a toujours environ, dans les années 2010, toujours 30% de gens qui ne voudraient pas confier à une personne séropositive la garde de leur enfant, par exemple. Donc, garder pour une soirée, pour du babysitting ou quoi que ce soit. Donc vous voyez qu'il y a quand même des comportements encore extrêmement sérophobes dans la population générale. Alors pour obtenir des informations précises, on a bien sûr les remontées des associations, mais on a aussi fait de grandes enquêtes qui ont été menées par l'ANRS en 2003 en 2011, enquêtes qu'on a appelées VESPA, et qui ont eu la beauté d'avoir des échantillons représentatifs. C'est-à-dire que c'est une sorte de sondage de l'ensemble des personnes séropositives suivies à l'hôpital en France, qui est l'immense majorité des personnes séropositives. Et dans cette enquête, on a pu voir qu'effectivement, la situation sociale des personnes vivant avec le VIH était préoccupante, puisqu'on a 31% de ces personnes qui font difficilement face à leurs besoins sans faire de dette. Donc des indicateurs de précarité qui sont importants, 20% qui déclarent des privations alimentaires, et ces difficultés sont encore plus importantes parmi les personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, où là la précarité est bien sûr, c'est le groupe qui est le plus concerné.
Au travail, alors au travail, pour ceux qui ont un travail, justement, le premier problème, c'est que le taux d'inactivité est bien plus important chez les personnes vivant avec le VIH quand on le compare avec la population générale. Et puis le deuxième problème au travail, c'est que parmi les personnes qui ont un emploi et qui vivent avec le VIH, il y en a quand même 3/4 qui cachent leur infection au travail et qui n'en parlent à personne dans le cadre du travail. Alors ça me mène à vous parler justement de cette fameuse révélation du statut. Et on aurait pu penser que les choses ont évolué, qu'aujourd'hui on peut plus facilement parler ouvertement de son statut sérologique. Eh bien, les chiffres de l'enquête VESPA montrent qu'en 2011, il y avait 44% des personnes vivant avec le VIH qui cachaient quasiment à tout le monde leur statut sérologique. Ils le disaient éventuellement à une personne. Il y en a 6% qui cachent à tout le monde. Il n'y a qu'aux médecins qui parlent, sinon à personne, dans ce groupe des 44%. Donc c'est presque la moitié qui cachent. Après, ça se répartit également entre ceux qui révèlent, mais pas qui choisissent à qui ils révèlent, mais il y a pas mal de gens qui sont au courant, mais des gens à qui ils ne veulent pas dire. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui révèlent largement à toutes les personnes. Donc, vous voyez que c'est toujours difficile de révéler son statut sérologique. Et on voit dans les associations, dans les groupes de parole, c'est toujours quelque chose d'extrêmement douloureux pour les personnes vivant avec le VIH, c'est de parler comment elles vont l'annoncer à leur entourage. Alors pourquoi cette difficulté à révéler ? Eh bien, c'est qu'il y a des discriminations et dans l'enquête VESPA, on a 40% des personnes qui nous disent avoir rapporté un traitement injuste au cours des 2 dernières années. Alors bien sûr, un traitement injuste, ce n'est pas forcément lié au VIH, mais quand on analyse plus finement les résultats, on voit que 2 fois sur 3, c'est à cause du VIH. Donc, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il y a un certain nombre de soignants qui sont discriminants vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Alors bien sûr, pas ceux qui s'occupent du VIH, mais des soignants, particulièrement les dentistes et les gynécologues, où on a des remontées de terrain qui sont extrêmement négatives par rapport à ces personnes. Et pour s'en assurer, l'association AIDE a mené une étude qui a été publiée dans le Lancet il y a 2 ans, avec un protocole très très rigoureux, c'est-à-dire qu'on a fait du testing. On a pris au hasard, dans toutes les régions de la France, on a pris des dentistes et des gynécologues, et on a appelé au téléphone, d'abord sans rien dire, et ensuite en se faisant passer pour une personne séropositive pour demander un rendez-vous. Pour les dentistes, c'était pour avoir un détartrage, et pour les gynécologues, c'était pour avoir un frottis. Et qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé que pour les dentistes, alors des refus de soins directs, on n'en avait pas beaucoup, il y en avait 3,6%, mais des refus de soins déguisés en disant « on ne veut pas vous soigner, c'est pas parce qu'on ne veut pas de séropositif, c'est parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on ne sait pas faire, parce que c'est trop compliqué », c'était quand même 30%. Et on en avait 15% chez les dentistes qui disaient « on veut bien vous soigner, mais vous venez à la fin de la journée, au dernier moment, il faut qu'on nettoie tout avant, qu'on mette 2 paires de gants, que... » Voilà, donc il y avait des attitudes discriminantes vis-à-vis d'un soin qui était quand même fait, mais vraiment de façon difficile. Et c'était à peu près la même chose, un petit moins en dessous pour les chiffres, c'était un petit peu plus faible pour les gynécologues vis-à-vis des femmes séropositives. Donc vraiment une situation préoccupante vis-à-vis qui corroborait par une étude très sérieuse ce que remontaient les personnes dans les associations. Enfin, les discriminations qui sont également préoccupantes pour les gens, c'est dans la sphère affective et dans la sphère sexuelle, avec la difficulté de trouver un partenaire, d'avoir des relations sexuelles. Et on voit que dans l'enquête VESPA, la moitié des personnes vivent seules. Et quand on l'interroge sur le sentiment de solitude, il y a 35% des personnes qui se sentent seules. Et les difficultés à rencontrer un partenaire sexuel à cause de la perception que les personnes séropositives vont transmettre et sont toujours importantes. Or, aujourd'hui, Jean-François l'a redit, les personnes séropositives, au contraire, on devrait courir après les personnes séropositives puisqu'elles sont traitées, elles connaissent leur statut, elles sont traitées et donc, puisqu'elles prennent des traitements, elles ne contaminent pas. Or, quand elles annoncent leur statut, très souvent, il y a un rejet. Si bien que c'est pour ça qu'il y a de nombreux témoignages de rejets sérophobes
et également dans la communauté gay, qui pourtant est là où il y a le plus de prévalence du VIH. Et il y a toujours ces témoignages qui a comme conséquence souvent d'induire ce qu'on a appelé, de cet horrible mot, le sérotriage, qui fait que les personnes séropositives ne veulent finalement rencontrer que des personnes séropositives. Donc, le problème de cette stigmatisation et de cette discrimination, c'est que beaucoup d'études ont montré que, bien sûr, c'est non seulement injuste, contraire au droit, mais c'est également nuisible pour la santé publique, puisque ce climat de stigmatisation est un frein, alors aussi bien en France que dans tous les pays du monde, au désir de se faire dépister. Ça empêche les gens de se faire dépister. Et pour les personnes qui vivent avec le VIH, ça a été aussi associé au fait de moins vouloir se soigner et d'être moins observant au traitement. Donc la stigmatisation, c'est nuisible aussi à la santé et à la santé publique. Alors ces difficultés spécifiques, elles les expliquent. Ce sera mon dernier point, c'est que ça explique la colère et la mobilisation des associations. Les associations sont créées à cause de ces discriminations qui sont particulièrement violentes pour les personnes vivant avec une maladie quand même grave. Et ça explique pourquoi le mouvement associatif est si structuré, et si spécifique et si fort dans le domaine du VIH, peut-être par rapport à d'autres maladies chroniques où il est moins visible. Et les associations ont aussi, beaucoup de choses qui ont remonté des associations. Je vous citerai un exemple qui me tient beaucoup à cœur, c'est ce qui est remonté des femmes vivant avec le VIH lors d'un événement organisé par AIDE, de femmes séropositives, et qui ont dit « Nous, on en a marre de la médisance. Donc, on veut pouvoir dire notre statut, pas seulement pour pouvoir le dire, mais aussi pour faire changer le regard que les gens portent, pour montrer que nous, on est des femmes normales, comme tout le monde, qu'on a 2 bras, 2 jambes, et qu'on doit pouvoir faire avec nous. » Et du coup, elles ont appelé cette révélation du statut, elles lui ont donné un nom de disance, pour dire la disance, c'est le fait de pouvoir dire, pour s'opposer à la médisance, et finalement d'être aussi un acte militant pour faire changer le regard de la société sur les personnes. Alors c'est les femmes qui ont ouvert la voie, et le combat est à mener bien sûr aussi chez les hommes, bien sûr. Donc pour conclure, je vous dirais que le vécu du VIH s'est considérablement amélioré grâce au traitement, ça c'est indéniable, que le regard de la société sur les personnes atteintes a cependant peu évolué, que le VIH aggrave les inégalités sociales que vivent les personnes déjà préalablement, et que les défis majeurs, c'est toujours la peur de révéler son statut, les discriminations et la sérophobie. Merci.